Il y a de cela 2 décennies, le conducteur voulant s'offrir un véhicule n'avait que peu de choix en termes de transmission. En effet, et hors cas bien particulier, la plupart des véhicules présents sur le marché européen proposaient soit des boîtes manuelles, soit des boîtes automatiques à convertisseur. Mais depuis quelques années, la donne a changé. Tout d'abord, les boîtes mécaniques ont peu à peu déserté les catalogues des constructeurs. Songez que l'immense majorité des constructeurs produisant des autos à haute performance, jadis défenseurs à tout crin des boîtes manuelles, ne proposent même plus ce type de transmission sur leurs produits. Deuxième changement, le développement d'une offre variée de différents types de transmissions automatiques. À convertisseur, double embrayage ou encore à variation continue, jamais le choix en termes de boîte automatique n'a été aussi fourni. Dans cette jungle, l'acheteur de voitures neuves ou d'occasion, souvent perdu dans son choix, se posera légitimement la question suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces technologies ? Avant de comparer les différentes technologies de boîtes automatiques, il est essentiel de rappeler sommairement à quoi sert une boîte de vitesse. La capacité du moteur à déplacer la charge qu'est le véhicule est déterminée par le couple qu'il fournit. Les phases réclamant la valeur de couple la plus élevée sont le démarrage et l'accélération. Dans cette configuration, la valeur du couple appliquée aux roues et nécessaire pour accélérer le lourd véhicule est bien supérieure à celle que peut générer le moteur. Pour ne rien arranger, le couple d'un moteur à combustion interne n'est pas constant sur toute la plage de régime de rotation. À bas régime, la valeur de ce couple est, de plus, proche du minimum. Il est donc nécessaire de multiplier le couple fourni par le moteur. Il s'agit de la fonction d'une boîte de vitesse. Cette dernière, utilisant soit des poulies, soit des pignons, met en œuvre l'une des règles issues de la physique. La différence de diamètre entre 2 pignons engrainés ou 2 poulies connectées permet de faire varier non seulement la vitesse de rotation en sortie, mais également le couple transmis. Plus le pignon secondaire est grand, plus le couple en sortie est élevé. Pour la vitesse, c'est exactement l'inverse. Plus le pignon secondaire est grand, moins sa vitesse de rotation est élevée. Chaque rapport de la boîte de vitesse permet donc de transmettre une plage de valeur de couple donnée sur une plage de vitesse donnée. Penchons-nous maintenant sur le premier type de transmission automatique, la boîte à convertisseur. La boîte automatique à convertisseur est séparée en 2 parties principales distinctes. Le convertisseur de couple, les trains épicycloïdaux. La fonction du convertisseur de couple est comparable à celle d'un embrayage mécanique. Il permet de transmettre le couple depuis le moteur vers les trains d'engrenage réducteurs, de désengager la liaison moteur-boîte de vitesse lorsque nécessaire, d'amortir les à-coups provoqués à l'engagement du couple et finalement d'amortir les acyclismes générés par le moteur en fonctionnement. Le système est basé sur le principe de la transmission d'énergie hydraulique. Prenons une illustration permettant de comprendre son fonctionnement. 2 ventilateurs se faisant face. Lorsque le premier d'entre eux est alimenté par de l'énergie électrique, la rotation créée par le moteur électrique permet aux pales de se mettre à tourner. Le flux d'air généré a pour effet de mettre en mouvement les pales du second ventilateur. S'ensuit une transmission de couple d'un ventilateur vers l'autre. Cette solution est peu ou prou la même que celle employée à l'intérieur du convertisseur de couple. 2 turbines sont montées face à face. L'une est entraînée par le moteur. L'autre est reliée à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse. Le fluide de transmission est de l'huile. À bas régime, le flux d'huile n'est pas suffisant pour entraîner la turbine réceptrice. Plus le régime moteur augmente, plus l'énergie fournie par la turbine d'entrée augmente, ce qui permet de mettre en mouvement de manière progressive la turbine de sortie. Il s'ensuit une transmission en souplesse du couple depuis le moteur vers la boîte de vitesse. Penchons-nous maintenant sur la deuxième partie du système. Les trains épicycloïdaux. Cette technologie fonctionne de manière comparable au système solaire.
Une étoile centrale appelée Soleil sert de référence autour de laquelle gravitent des planètes appelées satellites. Le train épicycloïdal est composé d'un pignon d'entrée appelé solaire, ici en rouge, d'un pignon intérieur périphérique appelé couronne, ici en vert, et de pignons satellites appelés planétaires, ici en bleu. En première vitesse, la couronne est bloquée. L'entrée du couple se fait par le pignon solaire, la sortie par les planétaires. On constate dans cette configuration que pour une vitesse d'entrée de 1500 tours par minute, la vitesse de sortie est de 500 tours par minute, autrement dit divisé par 3. En deuxième vitesse, tous les pignons sont libérés. La couronne est donc en libre rotation. L'entrée se fait par le pignon solaire et la sortie se fait toujours par les planétaires. La libre rotation de la couronne et des planétaires permettent une vitesse de sortie supérieure au rapport 1, autrement dit, ici, 1000 tours par minute. En troisième vitesse, ce sont maintenant les planétaires qui sont bloqués en rotation. La couronne, elle, est libre. La sortie se fait toujours par les planétaires et cette fois-ci, la vitesse de sortie est égale à la vitesse d'entrée, autrement dit 1500 tours par minute, donc supérieure au rapport 2. Pour la marche arrière, il suffit de bloquer les planétaires en rotation solaire et cette fois-ci, les roues du véhicule sont connectées à la couronne. On obtient donc une inversion de rotation de l'entrée vers la sortie. Pour augmenter le nombre de vitesses disponibles, il suffit d'empiler des trains épicycloïdaux en cascade. Dans le cas présent, 4 trains permettent d'obtenir 8 vitesses plus une marche arrière. Le blocage et le déblocage successifs des pignons se font grâce à des empilements d'embrayage multidisques à pilotage hydraulique. Les séquences de changement de vitesse sont contrôlées par un module électronique dédié et calibré. Les avantages de la boîte à convertisseur sont les suivants. Les manœuvres d'accouplement et de désaccouplement du mécanisme d'embrayage s'effectuent avec une douceur difficile à égaler avec d'autres systèmes. Avantage de l'hydraulique, les valeurs maximales de couple transmissible sont très élevées. L'utilisation d'un fluide entre le moteur et la boîte de vitesse permet une forte réduction des acyclismes car ceux-ci sont en partie dissipés dans l'huile. L'utilisation de trains épicycloïdaux permet de concevoir et de fabriquer des transmissions très compactes par rapport au couple à transmettre. Et finalement, répandus en masse depuis les années 1950 aux États-Unis, les modes de défaillance potentielle des transmissions à convertisseurs sont aujourd'hui très bien connus. La conséquence, lorsqu'elles sont bien conçues et bien traitées, les boîtes de vitesse à convertisseurs peuvent égaler, voire dépasser les boîtes mécaniques en durabilité. Mais la boîte à convertisseurs possède toutefois quelques défauts. Tout d'abord, les temps de passage des vitesses égalent rarement ceux des boîtes à double embrayage. De plus, l'utilisation d'un circuit hydraulique d'actuateurs et de modules de commande dédiés a pour effet des coûts de fabrication élevés. Dernière faiblesse, et non des moindres, des rendements énergétiques parmi les moins bons de toutes les transmissions. Le fautif, le convertisseur de couple. Inhérent à son fonctionnement, un différentiel de vitesse connu sous le nom de glissement est observable entre les deux turbines et ce, quelle que soit la vitesse de rotation de l'ensemble. Du coup, une partie de la puissance est perdue sous forme de chaleur en raison de ce glissement. Cette perte d'énergie a pour effet une hausse de la consommation. Pour limiter ce phénomène, la plupart des constructeurs ont pris l'habitude d'installer un embrayage mécanique piloté permettant de verrouiller la partie train épicycloïdaux avec le moteur au-delà d'une certaine vitesse de rotation de ce dernier. Cette stratégie permet d'annuler le phénomène de glissement décrit plus haut hors des épisodes de démarrage et donc de réduire les pertes énergétiques au global. Passons maintenant à la boîte à double embrayage. Inventée par le français Adolphe Quégresse et brevetée en 1935, elle s'est vue popularisée par Volkswagen au milieu des années 2000 lors du lancement de la Golf à transmission DSG. Son principe de fonctionnement est le suivant. La boîte est composée de 3 arbres porte-pignons. L'arbre primaire, l'arbre secondaire et l'arbre intermédiaire. La sélection des rapports s'effectue grâce à des pièces nommées fourchettes. La boîte de vitesse robotisée est reliée au moteur par l'intermédiaire d'un volant bimasse.
Il faut comprendre ce système comme deux boîtes mécaniques imbriquées. Les arbres primaires sont au nombre de 2 et montés de manière concentrique. L'arbre primaire numéro 1 est chargé des vitesses impaires, tandis que l'arbre numéro 2 est chargé des vitesses paires. Chaque arbre est relié en entrée à son propre système d'embrayage hydraulique multidisque. Penchons-nous maintenant en détail sur le fonctionnement de l'ensemble. Mode montée séquentielle, passage du rapport 1. Au point mort, le pignon 1 est en prise mais ne transmet pas le couple. La transmission de couple rapport 1 se fait par engagement de l'embrayage de l'arbre primaire 1, ici en vert, grâce à l'action de sa commande hydraulique, elle-même pilotée par le calculateur de la boîte de vitesse. Le pignon 1 est donc en prise et en transmission de couple, alors que le pignon 2, et c'est là la spécificité de ce type de transmission, est déjà en prise présélectionnée sur l'arbre primaire 2, ici en bleu. Il ne transmet toutefois pas de couple. Mode montée séquentielle, passage au rapport 2. Le rapport 2 étant déjà présélectionné et en prise, il suffit de manœuvrer l'embrayage multidisque pour engager l'arbre 2 et simultanément désengager l'arbre 1. Le changement de rapport s'est fait sans rupture de couple et donc sans le moindre à-coup. Le pignon 2 transmet le couple alors que le pignon 1 reste préengagé. Le système va maintenant manœuvrer la fourchette pour sélectionner le pignon 3. La manœuvre a été effectuée en douceur, sans rupture de couple, sans intervention du conducteur et sans que celui-ci ne ressente quoi que ce soit. Le pignon 3 est donc présélectionné et hors couple. Mode montée séquentielle, passage rapport 3 et supérieur. Le principe est le même que précédemment, seuls les rapports changeant jusqu'au maximum. Mode descente séquentielle. Ce mode est tout simplement l'inverse du mode montée séquentielle. Descendre un rapport s'effectue par la manœuvre des embrayages hydrauliques, le pignon correspondant au rapport inférieur étant cette fois-ci présélectionné. Les avantages de la boîte à double embrayage sont les suivants. Un coût de fabrication inférieur à celui d'une boîte à convertisseur. Des vitesses de passage de rapport difficiles à égaler grâce au principe de la présélection. À condition qu'elle soit minutieusement calibrée, la boîte à double embrayage permet d'égaler, voire de surpasser le niveau de souplesse et de douceur d'une boîte à convertisseur de couple. Mais elle possède aussi des inconvénients. Tout d'abord, les incessantes manœuvres demandées aux actionneurs peuvent avoir pour effet l'apparition de multiples et coûteuses défaillances. Ceci d'autant plus que cette technologie étant exploitée depuis bien moins longtemps que les transmissions mécaniques ou à convertisseur, le retour d'expérience concernant les pannes diverses qu'il engendre reste inférieur à ses deux rivales. Le dernier inconvénient est paradoxalement lié au principe de présélection. Pour l'illustrer, engageons le rapport 4 durant une phase de montée. Tant que le conducteur est dans un processus de montée des rapports, le passage se fait rapidement puisque le rapport supérieur, en l'occurrence le rapport 5, est automatiquement présélectionné. Mais imaginons qu'au lieu de monter au rapport 5, le conducteur ou les conditions de circulation réclament une descente du rapport. Dans ce cas, c'est le rapport 3 qui doit être engagé. Problème, c'est le rapport 5 qui est préengagé. Pour passer en troisième vitesse, le système n'a pas d'autre option que, tout d'abord, manœuvrer la fourchette pour désengager le pignon 5, présélectionner ensuite le pignon 3, puis manœuvrer l'embrayage piloté pour sélection du rapport 3. Du coup, la vitesse de passage du rapport en mode changement de décision sera forcément bien plus élevée, atteignant voire dépassant les temps observés sur les boîtes à convertisseurs. Pour camoufler cette faiblesse, en phase de montée séquentielle et demande de tomber un rapport, la calibration va généralement ajouter un coup de gaz. Cette astuce permet à l'attention du conducteur d'être occupée pendant les phases de changement de pignon et de rapport expliquées plus haut. Dernier type de transmission, à variation continue. Une CVT est équipée de deux poulies coniques situées à chaque extrémité de la transmission.
chaque poulie est composée de deux parties. Une moitié fixe ici en vert et une moitié mobile ici en bleu. La distance entre ces deux moitiés est ajustable. La poulie d'entrée est reliée au moteur soit directement, soit par une cascade de pignons. La poulie de sortie est reliée aux roues de la voiture par l'intermédiaire de pignons dédiés. La transmission du couple se fait grâce à une chaîne ou à une courroie enroulée sur chacune des poulies. La variation de distance entre les deux moitiés de poulie et imprimée par l'actionneur a pour effet de modifier artificiellement le diamètre d'enroulement de la chaîne ou de la courroie sur chacune des poulies coniques. Et donc de faire varier en continu le rapport de transmission et la vitesse de la poulie de sortie par rapport à la poulie d'entrée. Pour mouvoir les moitiés mobiles des poulies, une transmission CVT utilise des actionneurs hydrauliques ou électromécaniques pilotés par un boîtier électronique dédié. La variation des diamètres se fait en continu, ce qui permet d'adapter au mieux la vitesse des roues et la demande de couple à chaque instant. Contrairement aux autres types de transmission, il n'y a donc pas de rapport distinct et donc pas de saut de régime moteur. La fonction d'embrayage est généralement dévolue à un convertisseur de couple, bien que des embrayages mécaniques pilotés soient quelquefois également utilisés. Sur les voitures hybrides telles que la Toyota Prius ou le Lexus 450h, un train épicycloïdal est ajouté. Son rôle, répartir le couple en provenance du moteur thermique et du moteur électrique. Les avantages d'une boîte à CVT sont les suivants. De par sa simplicité, il s'agit d'une solution très peu onéreuse et facile à mettre en œuvre. Le nombre de pièces étant limité, les risques de défaillance restent également limités. L'encombrement du système lui permet de se loger dans des compartiments réduits. L'absence de vitesse de glissement de la courroie ou de la chaîne, lorsque celle-ci est en prise, permet également d'obtenir de très bons chiffres de consommation. Mais plus encore, il s'agit du seul système de transmission permettant de maintenir le moteur à des vitesses de rotation proches de l'optimum en termes de consommation et d'émissions de polluants, et ce, quelle que soit la vitesse effective du véhicule. Mais ce type de transmission possède aussi des défauts. Tout d'abord, l'utilisation d'une chaîne, voire d'une courroie, ne permet pas au système de passer de fortes valeurs de couple. Raison pour laquelle ces transmissions sont rarement utilisées sur des véhicules sportifs. Cette caractéristique peut également limiter la capacité du véhicule équipé de transmission à variation continue à tracter. Mais aussi et surtout, la variation en continu du rapport de transmission et la déconnexion continuelle entre la vitesse du moteur et celle des roues est souvent perçue par le conducteur comme un patinage à l'intérieur de la boîte de vitesse. Et même si la vérité est tout autre, nombre de conducteurs ressentent ce phénomène comme très désagréable. De plus, les démarrages rapides sont souvent moins performants que ceux permis par les boîtes mécaniques ou à double embrayage. Pour gommer la sensation de patinage, certains fabricants ont introduit des stratégies de calibration permettant de faire varier par saut la vitesse de rotation du moteur lorsque le conducteur en fait la demande. Pour permettre des démarrages sportifs, des constructeurs tels que Toyota ajoutent une ligne de pignon engrainée court-circuitant le système à courroie au moment du démarrage. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.